Véronique, bonjour. Bonjour Vincent. À l'heure où nous enregistrons, le CAC 40 recule de 3,5-4%. Nous sommes le 28 octobre. Le contexte est celui d'un durcissement des mesures sanitaires pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Mais le fait que le marché recule, finalement, ne doit pas vous surprendre puisque vous ne croyiez pas au scénario de reprise cyclique que jouaient ces mêmes marchés lors des derniers mois. C'est vrai effectivement que j'étais très sceptique. D'abord, ce qu'on voit, c'est que depuis grosso modo le mois de juin, le marché tente de franchir les résistances à la hausse et on a comme un espèce de plafond de verre à chaque fois qu'on se rapproche des points cruciaux qui permettent, qui font en général tourner les machines d'ailleurs très vite avec des mouvements d'emballement. Paf, il y a quelque chose qui casse. Et ce qu'on voyait ces dernières semaines, c'est que finalement ce plafond de verre commençait un petit peu à pencher. Donc en réalité, je pense que effectivement, cette reprise cyclique a beaucoup d'éléments à son encontre, que les marchés ont spéculé sur l'idée, toujours ce scénario de reflation. C'est l'idée qu'effectivement, alors pourquoi juin? Parce que juin, on arrête les mesures de confinement. La plupart des pays à travers la planète, d'ailleurs, prennent des mesures de relance ou de soutien à leur économie. Même l'Europe arrive à se mettre d'accord sur un plan de relance. Donc, c'est finalement, du point de vue basique, l'idée que non seulement on va repartir très vite, parce que... C'est le scénario de la reprise en V. C'est le scénario de la reprise en V, un rattrapage évident. Les gens étaient bloqués chez eux, on les libère, ils vont consommer. On va les aider en plus. Et non seulement ça, mais on prend des mesures de soutien financier, des mesures d'investissement structurel. En tout cas, c'est en trame de fond des programmes de relance des uns et des autres. Et donc, le marché s'envole ou croit véritablement à ce scénario de reprise cyclique qui veut dire qu'on baptise reflation. Reflation, c'est quoi? C'est, une amélioration de la croissance, de la demande, de la production. Deux, des besoins en matières premières cycliques qui également font grimper le prix en premier lieu du pétrole. C'est le plus agile en la matière, ça reste encore le plus agile. Et puis ce qu'on a vu durant l'été, c'est la remontée plus large d'un certain nombre de matières premières, de métaux, le cuivre, etc., qui correspondaient davantage à cette histoire de décarbonisation de l'industrie avec des besoins notamment pour l'automobile électrique, mais pas que, la nouvelle technologie, de tous ces nouveaux métaux, pas que nouveaux, d'ailleurs le cuivre n'est pas très nouveau, mais qui racontait une histoire quand même très, très encourageante, à côté de celle qui perdurait quand même sur les conséquences durables de la crise, notamment sur l'aéronautique, etc. Donc le marché a complètement joué ce scénario de reprise jusqu'aux anticipations d'inflation. Si vous vous souvenez bien, au mois d'août, on a vu les anticipations d'inflation à la fois en zone euro et plus encore aux États-Unis, se redresser très rapidement pour retrouver peu ou prou, d'ailleurs plutôt au-dessus pour les États-Unis, les niveaux d'avant-crise. Donc, le scénario rose, dans lequel effectivement vous avez envie d'aller acheter ce qui marche le plus dans les périodes de reprise, les cycliques industriels, les capital goods, les biens d'équipement, l'automobile, etc., etc. D'ailleurs, on a un graphique qui est assez illustratif de ce qui s'est passé sur les marchés ces dernières semaines. C'est celui de la performance des secteurs du stock 600 en pourcentage. Et on voit que depuis le 1er septembre, ce sont les points rouges qui permettent d'indiquer la performance. On voit que les médias et l'automobile et les équipementiers ont surperformé le reste de la cote. Tout à fait. Tout à fait, et ça faisait longtemps que l'automobile était quand même le secteur, parmi les secteurs sacrifiés des marchés, notamment européens. Et donc là, on a eu ce retour très favorable. Les médias illustrent bien aussi cette connotation cyclique, donc cette histoire que les marchés et un peu plus les robots essayaient absolument de faire passer. Et on a vu également, tout à l'heure, quand vous faisiez allusion aux matières premières, apparaître, et on le voit réapparaître maintenant, un graphique avec le cours des métaux industriels, et on voit en effet qu'ils se sont appréciés sensiblement ces derniers mois. Et vous écriviez dans votre note que donc, les marchés, en plébiscitant un scénario de reprise cyclique depuis le début de l'été, ont propulsé les cours des matières premières sur des niveaux extravagants. Extravagants, alors
pas forcément dans l'absolu, mais effectivement, certainement extravagant du point de vue de la réalité économique et de ce qu'on est en droit d'en attendre. Alors, je ne parle même pas d'aujourd'hui, puisque ce papier était écrit la semaine dernière, donc à un moment donné où il n'y avait pas encore ce regain, enfin ces mesures, la multiplication des mesures de confinement ou de restriction de l'activité économique. Mais on voyait bien effectivement que, compte tenu des pertes structurelles consécutives à la première vague de Covid-19, malgré les initiatives gouvernementales et monétaires pour soutenir ensemble, on aurait beaucoup de mal à se remettre de cette crise et que ce soit l'industrie, mais plus encore les services, avaient perdu probablement une part de l'ordre de 5 à l'échelle mondiale, on est sans doute aux alentours de 5 à 7% de pertes qui commencent à prendre une connotation structurelle. Ça ne veut pas dire qu'on les compensera jamais, mais elles sont là sans doute pour 2, 3, 4 ans peut-être, et qu'il est très difficile de trouver le moyen de compenser ces pertes. Alors, un graphique qui me semble pertinent pour témoigner de la perte potentielle de croissance que l'on peut redouter à moyen terme, c'est l'indicateur Google de mobilité qui a souvent été allégué par les tenants de la reprise en V, mais que voit-on ? Eh bien, on a eu une reprise très très sensible avec le déconfinement, sauf que l'on n'est pas revenu au niveau antérieur à la crise. Et dans certains pays, on est tout de même plus de 10 points, voire 20 points en dessous du niveau de février. Exactement, et c'est là qu'on voit que l'activité économique, là c'est un indicateur qui capture uniquement la mobilité des consommateurs, essentiellement, dans leur déplacement dans les commerces et le temps de loisirs. Et donc il est partiel, mais il nous a beaucoup servi et il nous a envoyé des messages ou des résultats très pertinents, qui ont plutôt été vérifiés, parce que c'est vrai qu'au début de la crise, on était un peu en manque d'indicateurs, et du coup ce type de nouveaux indicateurs nous a beaucoup aidé. Et effectivement, ce graphique montre bien qu'on est remonté très vite et puis on plafonne à un niveau 5 à 10% inférieur à ce qui était la norme d'avant-crise. Donc ça, c'était une belle illustration effectivement de ce qu'on sent, en tout cas pas encore récupéré. Et aujourd'hui, bien évidemment, on va s'éloigner un petit peu vers le bas, davantage probablement de cette norme. Et derrière cette perte finalement de consommation, il y a beaucoup de services. Des services qui concentrent, on le sait, d'abord un nombre considérable d'entreprises et de petites entreprises qui souvent sont des établissements fragiles et qui ont du mal à survivre même avec les aides à cette crise et qui surtout, du point de vue économique, sont également les premiers gisements d'emploi. On le sait, depuis 30 ans, les emplois ne viennent pas de l'industrie dans nos économies, ils viennent du tertiaire et en particulier de ces activités tertiaires qui sont celles qui se sont beaucoup développées, qui ont trait au tourisme, à la restauration, aux loisirs et qui sont complètement en phase avec ou dépendantes de la mobilité des consommateurs. Et donc, on a effectivement un modèle économique aujourd'hui qui souffre très mal d'être privé, même d'une partie réduite de cette mobilité, qui en l'occurrence était d'ailleurs la partie qui a le plus performé ces dernières années. Véronique, quand on voit les PMI des services qui piquaient du nez ces derniers temps et qu'on considère le durcissement des mesures sanitaires un peu partout, on peut craindre un affaissement accru de l'activité dans le tertiaire. Oui, incontestablement. C'est presque certainement, j'ai envie de dire. D'ailleurs, certaines enquêtes type l'INSEE, avant l'annonce de nouvelles mesures de restrictions économiques, avaient déjà donné des signaux assez clairs. L'amélioration des perspectives est derrière nous. Et elle est également derrière nous en Allemagne, si je peux dire. C'est très net avec les dernières enquêtes. Donc, on a aujourd'hui tout particulièrement un contexte où le tertiaire souffre et va continuer de souffrir. Je crains particulièrement avec cette nouvelle vague de restriction de la vie économique des disparitions
beaucoup plus importante d'entreprises. Pour l'instant, si vous voulez, c'est pas la même chose de maintenir des entreprises et leurs emplois en vie pendant 6 mois avec la certitude que les choses vont se normaliser ces 6 mois et une fois ces 6 mois écoulés, que de resubir un à-coup de crise alors que les entreprises sont surendettées, qu'elles n'ont plus de trésorerie ou des difficultés de trésorerie considérables. Et donc, on voit d'ailleurs très bien les annonces de plans de licenciement, de réduction d'effectifs ou de fermeture d'unités de production un petit peu partout. C'est très clair. Donc, oui, le tertiaire va souffrir longtemps. Est-ce qu'on va reprendre, vous et moi d'ailleurs, dès que l'épidémie sera maîtrisée, les avions pour aller voyager en Asie, en Amérique latine, etc. Est-ce qu'on va revoir ces touristes, chinois en particulier, mais pas que, aussi rapidement dès que l'épidémie sera maîtrisée? Je ne le crois pas. Je pense qu'il y a d'abord des habitudes, des difficultés, un contexte économique qui ira pas dans ce sens-là. Et tout ceci nous met plutôt sur la piste d'une très grande précaution à l'égard des perspectives, effectivement, à venir et de réflexion sur les moyens de compenser ces pertes dont une partie, malheureusement, est probablement amenée à s'inscrire dans la durée. Et devrait être irrécupérable, donc. Et donc irrécupérable. Donc effectivement, et ça, c'est le sujet clé du moment, parce qu'on sait très bien que si on n'arrive pas à récupérer d'une manière ou d'une autre, par de nouvelles activités notamment, ces volants d'activité, alors le potentiel de croissance de nos économies va être impacté, durablement impacté. La tendance suivie par les services qui est profondément négative milite une fois de plus pour un scénario déflationniste. Eh bien, exactement. C'est-à-dire que les périodes d'épidémie sont souvent des game changers, si on peut dire, en termes précisément d'équilibre des prix, parce qu'elles détruisent. Et traditionnellement, dans l'histoire, les grandes épidémies ont détruit de la main-d'œuvre, de la population active. Et le rapport main-d'œuvre au capital a complètement changé, où les épidémies ont créé également des pénuries de matières premières, vous ne pouvez plus transporter, vous ne pouvez plus produire d'ailleurs dans certains cas, et donc vous avez des flambées des prix qui peuvent également accompagner des processus inflationnistes ou des politiques de relance très précoces qui donnent l'impression qu'elles vont recréer un environnement plus inflationniste. En réalité, ce sera peut-être le cas. On a d'un côté beaucoup de liquidités des banques centrales, des gouvernements qui promettent de distribuer ces liquidités mieux que ça n'a été le cas jusqu'à maintenant. Donc beaucoup d'économistes sont tentés effectivement d'envisager que tout ceci débouche sur de l'inflation ou de la reflation, qui serait moins inquiétant. Mais moi, je pense que pour l'instant, on n'a pas le compte. C'est-à-dire que même en prenant en considération tous ces plans de relance et les mesures de soutien qui ont été annoncées et mises en place, net, on est encore en perte de potentiel de demande. Et tant qu'on ne récupère pas suffisamment de demandes, on n'aura pas d'inflation. On aura peut-être des chocs de prix, mais qui, parce que précisément l'économie n'a pas suffisamment récupéré, eh bien, probablement se solderont immédiatement par un contre-coup négatif sur la demande qui viendra alimenter la déflation. Je pense que si on a en tête, par exemple, l'effet des mesures protectionnistes de Donald Trump, dont certains pensaient qu'elles allaient créer de l'inflation. Non, ce qu'on a vu, c'est que les entreprises n'avaient pas les moyens de répercuter dans leur prix de vente les hausses de coûts. Donc, elles ont pris sur leur marge. Et ça a effectivement plutôt eu un effet déflationniste qu'inflationniste. Je pense qu'on est encore dans cette configuration après cette crise, et notamment en Europe. Alors, on s'est rassuré pendant un certain temps, disons tout l'été, avec des données macroéconomique qui s'améliorait. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, cette réalité, elle était une sorte de cache-misère. Oui, et que clairement, ce n'est pas suffisant. Vous montriez tout à l'heure les indicateurs PMI ou d'autres d'ailleurs sur la mobilité. Et en fait, pour la plupart de ces indicateurs, si on voulait vraiment être rassuré ou pour avoir un véritable scénario en V, le scénario en V, c'est pas le fait de l'élastique, de sortir du trou pour rebondir, c'est de compenser les pertes accusés en début d'année au premier semestre au niveau mondial. Et pour compenser ces pertes, il faudrait qu'on aille beaucoup au-dessus de ce qu'étaient les niveaux d'avant la crise. Or, ce qu'on voit, c'est qu'en général, on est sorti du trou, on est revenu se positionner peu ou prou au niveau d'avant la crise, mais on n'a pas du tout effacé les pertes. Ce qui veut dire quoi ?
quand vous êtes une entreprise, c'est pas au trimestre, c'est pas l'évolution de votre activité au trimestre qui va vous faire prendre les décisions de demain. Vous allez attendre la fin de l'année, vous allez faire l'état des lieux, et aujourd'hui, à la fin de l'année, on va constater effectivement un écart dans tous les pays, y compris en Chine, un écart de 10 à 20% sur l'année 2020 par rapport à la norme antérieure. Et cet écart-là va conditionner votre politique d'investissement, de croissance d'emploi, etc. pour les années à venir ou pour l'année à venir. Et c'est là qu'on va sentir le contre-coup de ces pertes. Donc, effectivement, on est un peu bluffé. Si vous voulez, c'est comme dans l'automobile, on arrête de produire quasiment. On a eu une reprise, c'était en juin sans doute, de quoi ? Plus de 1000% de la production automobile en France. Est-ce que ça a du sens ? Non, on ne produisait plus, donc effectivement, on récupère même pas la moitié du niveau d'avant-crise et ça fait du plus 1000, voire davantage en variation. Et je pense que tous ces chiffres finissent par donner le tournis et qu'on oublie souvent de les remettre à leur juste valeur pour mieux apprécier la réalité de la situation. En somme, ce que vous nous dites, c'est que la base s'est contractée et qu'on ne peut extrapoler qu'à partir de cette base et qu'évidemment, les projections doivent tenir compte de la contraction de la base. Oui, bien sûr. Alors, j'aimerais maintenant, Véronique, qu'on aborde la situation aux États-Unis. Beaucoup nous disaient que les choses n'allaient pas si mal outre-Atlantique, puisque selon les données publiées par la Réserve fédérale des États-Unis, et ça peut paraître paradoxal, la richesse nette des ménages américains se situe à un niveau historique. Cela dit, quand on regarde d'autres statistiques, la réalité est peut-être moins reluisante que ce que ce chiffre laisse penser. On a un graphique qui montre les retards des remboursements de crédits hypothécaires aux États-Unis en pourcentage et on observe une flambée de ces retards, ce qui laisse à croire que les ménages qui font la consommation aux États-Unis sont fragilisés puisque ceux-ci ont du mal à payer leur traite. Oui, bien évidemment. Alors, soit on regarde la richesse, et la richesse, c'est quand si on regarde juste la richesse, on fait un peu comme Donald Trump, qui agite le niveau de l'indice Dow Jones pour valider le succès de sa politique économique. Donc, on a compris que c'est pas tout à fait ça et que c'est pas aussi simple. En l'occurrence, effectivement, la Banque centrale américaine a injecté énormément de liquidités, elle a couvert tous les risques de marché, y compris les emprunts étudiants, etc. Donc, finalement, toutes ces liquidités ont pu revenir sur les marchés, s'investir, créer avec des multiples de prix très, très élevés. Et ça donne l'impression... Alors, premier résultat, ça donne l'impression que les ménages américains se sont enrichis. Puisque finalement, quand on va estimer leur patrimoine, la valeur de leur patrimoine, on va prendre effectivement ce qu'ils détiennent et puis qu'on va ajuster en fonction des prix, donc les valeurs boursières, la valeur des obligations également qui occupe quand même un certain poids dans ce patrimoine, mais qui s'est plutôt bien comporté compte tenu justement de la baisse des taux d'intérêt, et puis la valeur du patrimoine immobilier, où là, les prix immobiliers ont continué de flamber. C'est-à-dire qu'on a finalement un contexte qui donne l'impression effectivement d'être très porteur. Alors, plusieurs nuances, il y en a beaucoup à ce premier constat. D'abord, la richesse. Cette richesse est extrêmement mal répartie aux États-Unis, on le sait. Et on a deux visions. La richesse moyenne qui croît de manière régulière et qui paraît très solide. D'ailleurs, on a un graphique, je me permets juste de vous interrompre parce que ce graphique complète votre propos. C'est la richesse moyenne des ménages à laquelle vous faites allusion. On est aux alentours de 700 000 $ de patrimoine en moyenne pour les ménages américains. En moyenne, effectivement. Donc, ce qui donne l'impression d'un pays où la moyenne des Américains vit très bien. Et puis, on a l'autre estimation, l'autre statistique, qui n'est plus la moyenne, mais la médiane, et qui nous dit, à 50% de la distribution, où est la richesse. Et là, on n'est plus à 700 000, on est à 100 000 à peu près de mémoire, ou 110 000. C'est ça, 100 000, 110 000. Voilà, 110 000. Et au lieu de voir une courbe ascendante dans le temps, on voit une courbe à peu près plate, qui ne change pas beaucoup, qui ne varie pas beaucoup, qui nous montre donc bien qu'il y a un
vrai problème de distribution, de répartition qui ne fait que s'accentuer. Alors, pour revenir effectivement à votre problématique immobilière, on voit très bien sur le marché immobilier ces distorsions sociétales. C'est-à-dire que vous avez une partie du marché, enfin une partie des Américains qui profitent complètement, qui a les moyens de profiter du contexte de très bas taux historiques, de taux d'intérêt, taux hypothécaires notamment, ce sont les conséquences de la crise, qui peut aller voir son banquier emprunter parce qu'elle a déjà un patrimoine et qui est très friande de ces investissements dans l'immobilier locatif, notamment pour assurer ses revenus futurs. Il s'agit souvent d'une population retraitée ou avant l'âge de la retraite. Et puis, vous avez les autres Américains qui, eux, subissent des hausses de prix des biens immobiliers qui sont devenus totalement inabordables et qui, même avec la baisse des taux d'intérêt et surtout avec les conséquences de la crise, il faut voir que les standards de crédit des banques américaines se sont considérablement durcis, pire que ce qu'ils avaient fait au moment de la crise de 2008. Et donc, ces standards, ce durcissement, bien évidemment, va plutôt impacter la population fragilisée, par ailleurs, américaine, qui, de toute façon, a de moins en moins les moyens d'acquérir un bien immobilier. Donc, on a ces distorsions énormes et dont notamment pour la population la plus fragile qui subit de plein fouet cette crise avec une envolée des taux de défaut sur les remboursements hypothécaires. Et je pense qu'avec ces illustrations, on voit bien, on commence à approcher la réalité américaine qui est très loin effectivement de celle de la richesse moyenne de l'Américain, qui montre une fragilité que révèlent d'ailleurs les problèmes sociaux et sociétaux qui meublent nos écrans de télévision ces derniers mois. Donc en effet, c'est une traduction de la crise sociale et c'est également une mauvaise nouvelle pour la croissance dans les mois qui viennent, puisque là on a tout de même le cœur de la demande qui est touché. Exactement, ça montre la fragilité, ça explique bien pourquoi des candidats comme Joe Biden ou les démocrates ont un programme aussi agressif d'investissement dans l'économie en réalité, parce qu'on a effectivement toute une frange de la population qui forcément grossit avec l'effet de la crise sanitaire, qui est extrêmement fragile. Or, cette frange de la population, ce sont les classes moyennes, plutôt dans le bas de la moyenne, effectivement, qui consacrent l'essentiel ou la quasi-totalité, voire davantage de leurs revenus à leur consommation. C'est celle qui peut, effectivement, le cas échéant, recréer ce contexte de reflation. Quand les entreprises américaines, je parlais tout à l'heure des mesures protectionnistes, ne pouvaient pas répercuter dans leur prix de vente la hausse des tarifs douaniers, c'était pas pour l'Américain fortuné. Celui-là, il peut effectivement accepter des hausses de prix et sans problème. En revanche, toute la frange de la population des classes moyennes, et encore plus aujourd'hui, est beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible à tout changement de pouvoir d'achat. Un petit peu comme c'était le cas au moment des Gilets jaunes en France d'ailleurs. C'est tout à fait le même type de problématique, mais puissance XXL aux États-Unis. Donc, ça crée effectivement un environnement finalement beaucoup plus fragile que ce que suggère le contexte boursier et ce que veulent bien nous raconter les algorithmes qui sont très actifs ces derniers mois sur les marchés. Donc, la reflation semble quand même assez largement inaccessible, tout au moins tant qu'on n'a pas la mise en œuvre d'un grand plan de relance structurel, capable pas seulement de baisser les impôts, mais plutôt d'investir dans l'économie pour recréer une croissance potentielle supérieure à ce qu'on a aujourd'hui et de la productivité. Donc, si je résume ce que vous nous avez dit, Véronique, vous inclinez au scénario déflationniste avec le constat d'une croissance structurelle amputée d'une bonne partie de son potentiel, un potentiel qu'on ne risque pas de retrouver avant longtemps. Dans ce contexte, quelle stratégie d'investissement mener ? Parce que c'est toute la question. Mais oui, parce que finalement, ce qu'on constate finalement depuis le début du mois de juin,
c'est que les marchés tentent. Ils veulent, et ils avaient plutôt des arguments favorables pour jouer cette ficelle reflationniste, on va dire, sur tous les pans de marché. Il y a une cohérence extrêmement forte, d'ailleurs, entre les différents actifs, qui marche très bien, à part l'or, qui a quand même un peu joué le trouble fait. Mais, et ce qu'on voit, c'est que plus il sera difficile de défendre cette thèse, plus on va aller vers un environnement de risque. Et effectivement, les dernières données d'inflation ne sont pas bonnes. Au Japon, vous êtes en territoire négatif, y compris pour l'inflation sous-jacente. En zone euro, on est à 2 doigts de basculer en territoire négatif. Aux États-Unis, on est un petit peu au-dessus, mais quand on voit la tendance des loyers fortement à la baisse, et ça, c'est l'effet effectivement de la crise sur l'immobilier, on sait à quel point les loyers jouent sur l'inflation, vont jouer sur le calcul de l'inflation. Tout ceci est éminemment, si ce n'est pas totalement déflationniste, c'est la déflation latente. Donc, si vous rajoutez à cela, effectivement, des perspectives de croissance qui sont décalées dans le temps, et qui vont peut-être passer par une case récession à nouveau parce que la maladie finalement ne libère pas le terrain aussi rapidement que prévu, alors vous avez de plus en plus de mal à trouver les arguments qui pourraient défendre le scénario de réflation. Non seulement les éléments ne sont pas en place, mais on va avoir un ralentissement à nouveau et peut-être marqué de la croissance, à mon avis marqué, parce qu'il est très probable que cette épidémie ne se limite pas à l'Europe, cette deuxième vague ne se limite pas à l'Europe, mais aille toucher un peu plus loin, que du coup les bribes de reprise ne tiennent pas. On a un environnement très fragile, des entreprises qui pour beaucoup vont faire faillite. Donc, vous avez quand même beaucoup de mal à voir ce qui pourrait continuer à alimenter cette histoire reflationniste, donc les valeurs cycliques qui vont avec. À un moment donné où, par ailleurs, les dividendes ne sont pas très attractifs. On a quand même des dividendes payés avec les derniers points du mois de septembre à peu près, qui sont dans tous les secteurs, inférieure à la moyenne de moyen terme, à l'exception peut-être de la chimie, je crois, mais sinon on est très en deçà, et y compris sur des grands secteurs qui étaient sacrifiés en bourse, mais qui au moins payaient des dividendes attractifs qui permettaient de maintenir à peu près des valorisations, un petit peu d'attrait sur ces valeurs-là. Je pense aux bancaires notamment, ou voire le secteur automobile. C'est devenu un facteur qui ne joue plus du tout en faveur d'investissement. Donc finalement, tout ceci avec y compris des valeurs défensives qui se payent quand même un petit peu cher. La conclusion, c'est courage fuyant. Il faut sortir du marché action. Ça pourrait ressembler à ça, oui, incontestablement. Je crois qu'aujourd'hui, il faut en tout cas s'alléger, voir comment va évoluer cette deuxième jambe d'épidémie et quelles vont être les réponses à cette situation. Bien évidemment, l'histoire ou les promesses d'un vaccin vont revenir et vont se multiplier dans un environnement tel qu'on a aujourd'hui. Il faut s'attendre effectivement à ce qu'on ait des promesses de vaccins, mais attention, le vaccin, tout le monde nous dit que ça ira mieux quand on aura le vaccin. Et puis, quand on interroge les uns et les autres, donc tu vas te faire vacciner. Ah non, pas moi. D'accord ? Donc, je pense qu'effectivement, il va falloir corriger un petit peu ces anticipations. D'abord, attendre d'avoir effectivement un vaccin qui soit produit dans des proportions suffisantes pour vacciner des parties de la population, au moins les plus à risque, dans des proportions également importantes. Ça va prendre plusieurs mois, dans le meilleur des cas. Et donc là, peut-être qu'effectivement, on pourra recommencer à envisager des rotations sectorielles. Mais aujourd'hui, à court terme, effectivement, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Les obligations, on fait quoi avec ? Les obligations, on regarde à deux fois parce qu'effectivement, avec tout ce qu'ont avancé les gouvernements pour faire face à cette crise, la perspective d'une nouvelle crise économique qui impliquerait le besoin impératif, sans doute, des besoins additionnels impératifs, va forcément fragiliser un certain nombre de dettes souveraines. Et pas surprenant, ou on ne sera pas surpris de voir des tensions sur les taux italiens, les taux espagnols, peut-être la dette française également, peut-être même
d'ailleurs, la dette américaine. Ce que je mettais en lumière il y a 2-3 semaines, c'est la pontification de la partie très longue de la courbe des taux. Vous savez, cette tranche 10-30 ans qu'on ne regarde pas à des fins conjoncturelles, mais qu'on regarde davantage pour évaluer les primes de risque inflationnistes, les primes de risque sur la signature, sur la solvabilité, qui, elle, s'est beaucoup pontifiée. Alors, le marché ne regarde pas trop près et beaucoup nous enrobent ça comme le retour précisément de la reflation, de la pontification de la courbe des taux qui fait partie du dispositif. C'est une histoire tout autre. Et donc, on a la dégradation de la note souveraine du Royaume-Uni qui est quand même dans une position un petit peu particulière, mais finalement pas totalement hors norme si on se projette dans un environnement où l'épidémie vient à nouveau casser la dynamique économique. Et je pense qu'effectivement, là, il va falloir probablement être prudent, même si on va toujours aller plutôt donner la priorité aux bonds américains, aux bonds du Trésor américain ou à la dette allemande et en deuxième place française. Un dernier mot, très rapidement, sur l'or. Est-ce que c'est la valeur refuge Je crois que c'est toujours difficile parce qu'on est sur des niveaux élevés, effectivement. Donc, il faut être prudent. En même temps, quand on fait le tour d'horizon des risques et de la fragilité des différentes classes d'actifs, moi, je ne vois qu'un actif qui puisse survivre dans ce contexte-là, y compris le contexte géopolitique en présence, c'est l'or. À partir du moment... Néanmoins, où je n'adhère pas du tout au scénario de reflation, ce qui implique des perspectives d'abaissement du niveau des taux d'intérêt à long terme aux États-Unis, de 10 ans, et des taux réels qui rebaissent, ce qui redonnera, à mon avis, une impulsion à l'or. En tout cas, même s'il n'y a pas beaucoup d'impulsion, je pense que c'est une valeur qui doit nous permettre de nous protéger contre des baisses d'un certain nombre d'autres actifs, même si à court terme, à brève échéance, on voit que dans les jours où tous les actifs baissent, l'or a du mal, y compris à s'isoler. Mais je pense que fondamentalement, on a là encore une bonne valeur pour faire face à un avenir sans doute compliqué encore. Véronique, merci. Merci Vincent.